Merci Brigitte, bonsoir à tous. J'avoue que si on m'avait laissé le choix, j'aurais préféré traiter le dernier point. Ceci étant, le premier point n'est pas sans intérêt. Donc, je vais parler de l'accès au pouvoir et de la dévolution et de l'importance de la dévolution et de l'alternance dans une démocratie. Je vais donc diviser ma présentation, si je peux dire ainsi, mon intervention en deux parties. La première partie sera consacrée donc à l'accès au pouvoir. Et dans cette partie, donc, je ferai un constat et je ferai des propositions et une perspective vers la fin. Et ensuite, je regrouperai donc la dévolution et l'alternance dans une démocratie, donc dans un seul chapeau, que je développerai de la même manière. D'abord, on parle d'accès au pouvoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accès au pouvoir est un pilier fondamental de toute démocratie. C'est-à-dire qu'il doit garantir que le pouvoir n'est pas monopolisé par une élite ou que les citoyens ont la même chance équitable de participer au processus décisionnel. Mais cependant, quand on regarde notre histoire ou l'histoire même de l'humanité de façon générale, cet accès n'a pas toujours été universel et a souvent évolué par le biais des luttes sociales et politiques. Je vais revenir sur la période de l'Antiquité. On a beaucoup parlé d'Athènes ce soir. Et je dirais que la démocratie athénienne est souvent citée, c'est vrai, comme le berceau de la démocratie, mais son accès au pouvoir était très limité. D'ailleurs, cela a été évoqué par vous tout à l'heure, Brigitte. Seuls les citoyens masculins, libres, pouvaient y participer. Les femmes étaient exclues, les esclaves étaient exclus, mais aussi les étrangers qu'on appelait les métèques y étaient exclus. Malgré ces limitations-là, ce modèle a tout de même quand même introduit un concept de participation plus ou moins citoyenne et directe. Ensuite, quand on regarde la période romaine où le républicanisme même a vu le jour, donc la naissance de la représentation, donc on se rend compte que la République romaine a élargi l'idée d'accès quand même au pouvoir en introduisant des représentants élus. Donc ce qu'on appelait les plébéiens, bien que souvent sous-représentés par rapport aux patriciens, ils avaient leurs propres représentants, qui étaient donc les tribuns de la plèbe pour défendre leurs intérêts. Et cela a marqué un pas, une plus grande inclusion, si on peut dire ainsi, dans la prise de décision. Et quand on regarde l'époque moderne, je vais partir de quelques exemples, notamment la réforme électorale au Royaume-Uni. On a quand même vu que l'accès au pouvoir a été historiquement limité à une élite terrienne au Royaume-Uni. Cependant, il a fallu une réforme au XIXe siècle, telle que la réforme Acte de 1832. Donc, on a progressivement élargi le suffrage à une plus grande partie de la population déjà masculine. Le mouvement pour le suffrage féminin, qu'on appelle souvent les suffragettes, a finalement conduit à l'octroi du droit de vote aux femmes uniquement en 1918. Et d'ailleurs, c'était partiellement et ensuite pleinement en 1928. Je vais parler aussi des États-Unis, où la lutte pour les droits civiques a été quand même assez remarquable. Et on constate qu'aux États-Unis, la constitution initiale limitait l'accès au pouvoir aux hommes blancs et propriétaires. L'abolition de l'esclavage en 1865, le mouvement pour les droits civiques dans les années 1960 et l'abandon de la loi sur les droits civiques en 1964 ont progressivement élargi l'accès au pouvoir aux Afro-Américains et à d'autres minorités. C'est ainsi que le droit de vote a été accordé d'ailleurs aux États-Unis aux femmes en 1920 avec le 19e amendement. Je reviens chez nous sur le continent. Prendre l'exemple sur l'Afrique du Sud. Vous voyez que l'Afrique du Sud a connu une transformation dramatique avec la fin de l'apartheid en 1994. Mais jusqu'alors, la majorité noire était exclue du pouvoir. Les premières élections libres et multiraciales ont permis à Nelson Mandela de devenir le premier président noir du pays, marquant ainsi un tournant historique vers l'inclusion et la participation démocratique de tous les citoyens.
Ceci démontre donc qu'il y a eu pas mal de défis quant à l'accès au pouvoir et que ces défis ont le plus souvent été relevés à travers des luttes. Mais même aujourd'hui encore dans les démocraties modernes, on peut constater que l'accès au pouvoir peut être encore entravé par des inégalités socio-économiques. Par exemple, que ce soit aux États-Unis, en France ou même au Mali, les coûts élevés des campagnes électorales peuvent limiter l'accès au pouvoir uniquement à ceux qui disposent des ressources financières importantes. Et cela soulève aussi des questions sur l'équité et la représentativité des élus. Mais on peut aussi voir que malgré des progrès significatifs qui ont été soulignés ici par les précédents intervenants, la représentation des femmes, elle reste très minoritaire et souvent très insuffisante. Je vais prendre le cas de l'Inde. Bien que des quotas garantissent des représentations des castes défavorisées et des tribus, les femmes continuent de lutter pour une représentation équitable. Oui, c'est vrai, des initiatives comme les quotas au Rwanda ont permis aux femmes d'occuper 60% des sièges au Parlement, montrent que des politiques proactives peuvent améliorer l'accès au pouvoir de ces minorités. Maintenant, je vais aux propositions, parce qu'on m'a dit de faire un constat, une proposition et des perspectives. Donc, j'en ai 5 sur ce point-là. Ma première proposition, donc, c'est de réformer, c'est des réformes électorales et législatives, hein, bien évidemment, avec donc du coup l'introduction de ces quotas-là pour une représentation équitable. Donc, les quotas peuvent garantir une représentation des femmes et des minorités dans les instances décisionnelles. Donc, on a vu tout à l'heure le cas du Rwanda qui a adopté ce quota de genre qui permet aux femmes d'occuper 60% des sièges parlementaires. D'autres pays pourraient suivre cet exemple pour améliorer l'équité et l'inclusivité de leur parlement. La petite histoire est qu'au Mali, ce genre de loi existe, mais elle n'est jamais respectée. Donc, euh, il y a également la réduction des barrières financières aux campagnes électorales. Donc, les coûts élevés des campagnes électorales limitent très souvent l'accès au pouvoir aux individus riches ou extrêmement riches ou soutenus par des intérêts particuliers. Des réformes peuvent inclure des subventions publiques pour les campagnes électorales ou de plafonner tout simplement des dépenses pendant les élections des campagnes et une transparence accrue dans le financement des campagnes, comme c'est le cas en France ou en Allemagne, en Europe. Ma deuxième proposition va du renforcement de l'éducation civique. Donc, les programmes d'éducation civique, comme Aïssata vient de le dire, dès le jeune âge, pourquoi pas. L'intégration de l'éducation civique dans les curriculums scolaires dès le jeune âge est très cruciale. Les élèves doivent apprendre le fonctionnement de la démocratie, leurs droits et leurs responsabilités en tant que citoyens. D'ailleurs, des exemples réussis incluent les programmes d'éducation civique en Finlande, et c'est ce qui a permis de développer une société bien informée et bien engagée. Et la formation ne doit pas se limiter uniquement au jeune âge, mais aussi aux adultes. Donc, on doit imaginer des programmes de formation continue pour les adultes afin de les aider à maintenir un électorat informé et actif. Des ateliers, des séminaires et des cours en ligne peuvent être offerts, pourquoi pas, pour éduquer des citoyens sur le processus politique, les droits civiques et les compétences nécessaires pour participer activement à la vie politique. Ma troisième proposition vient de l'amélioration de l'accès à l'information. Vous savez que la promotion de la liberté de la presse et du pluralisme des médias est indispensable pour une démocratie saine. Et une presse libre, diverse est essentielle pour une démocratie réussie. Nos gouvernements doivent garantir la liberté de la presse et la liberté d'expression et soutenir le pluralisme médiatique pour s'assurer que les citoyens ont accès à une information variée et non biaisée. Je citerai encore le cas des pays scandinaves comme la Suède et la Norvège, qui sont des exemples de réussite en matière de liberté de la presse. Mais au-delà de ce pluralisme de la presse, il faut aussi développer des médias publics indépendants. Nos médias publics doivent être indépendants du contrôle gouvernemental et financier. Quand on entend dans un pays qu'il existe un ministère de l'information et de la communication, ce pays a un manque de démocratie. Des modèles comme la BBC au Royaume-Uni montrent comment les grands médias bien financés et indépendants peuvent fournir une information de qualité et équilibrée. Ma quatrième proposition concerne la facilitation de la participation électorale. Vous savez que chez nous, le plus souvent,
pour s'inscrire sur le fichier électoral, c'est assez compliqué. Donc, moi, je propose une inscription automatique des électeurs pour augmenter la participation électorale. Des exemples comme le Canada, la Suède utilisent ce système où les citoyens sont automatiquement inscrits pour voter, ce qui réduit les obstacles bureaucratiques à la participation. Je dirais aussi qu'il faut diversifier, pourquoi pas, les méthodes de vote. Aujourd'hui, on est capable d'offrir plusieurs méthodes de vote, comme le vote par correspondance, le vote anticipé et le vote électronique. Tout ceci peut faciliter la participation. Je citerai l'Estonie, par exemple, qui a permis le vote en ligne depuis 2005 et qui a augmenté ainsi l'accessibilité à la commodité pour les électeurs. Ma dernière proposition pour ce point, c'est la promotion de l'engagement citoyen. Et cela passe donc, comme ça a été dit par mes prédécesseurs, par la création de forums de discussion et de participation, exactement comme ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et ces forums et ces assemblées doivent être citoyennes afin d'offrir des espaces où les citoyens peuvent s'engager directement dans les processus décisionnels. On doit les institutionnaliser et ces initiatives doivent être comme des jurys citoyens comme ça existe en Irlande et qui ont d'ailleurs contribué à des réformes constitutionnelles et ce qui montre aujourd'hui l'importance de telles plateformes pour une démocratie participative. Et au-delà de cela, je dirais aussi qu'il est crucial d'encourager des initiatives populaires et même des référendums d'initiatives populaires qui permettent aux citoyens de proposer et de voter sur les législations directement. La Suisse en est un exemple clé où ce mécanisme a été utilisé avec succès pour renforcer la participation citoyenne et la responsabilité politique. Maintenant, je ne sais pas si j'ai assez de temps pour aborder la deuxième partie de mon intervention qui concerne donc les perspectives donc pour l'accès au pouvoir en Afrique. Donc, je pense que pour les perspectives, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il faut juste une participation citoyenne élargie, adopter des nouvelles technologies, comme je l'ai dit tout à l'heure, et renforcer l'éducation civique, faire la promotion et la représentation équitable. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais attaquer le deuxième volet, donc la dévolution et l'alternance en démocratie. Le constat, il est assez simple. Je vais partir, donc quand on parle de dévolution, je vais partir du modèle suisse. La Suisse est un exemple emblématique de la dévolution du pouvoir. Le pays est divisé en cantons et chacun ayant une large autonomie pour légiférer et gérer ses affaires internes. Cette structure fédérale, en fait, permet une gouvernance proche des citoyens et une meilleure adaptation aux spécificités locales. Les référendums et initiatives populaires suisses renforcent également cette dévolution en permettant aux citoyens suisses de participer tout simplement directement aux décisions politiques. Je reviendrai chez nous pour parler du Nigeria. Le Nigeria, avec son système fédéral, cherche également à gérer la diversité ethnique et régionale en dévoluant le pouvoir aux différents États. Cependant, ce modèle fait face à des défis tels que la corruption, les tensions ethniques et une gouvernance locale parfois inefficace. Donc, ce qui sous-entend que la dévolution du pouvoir, en tout cas au Nigeria, montre que sans institutions solides et transparentes, la décentralisation aussi peut être inefficace. Et enfin, je vais citer le cas de l'Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas que la démocratie post-apartheid, il y a aussi la décentralisation qui est plus ou moins réussie. L'Afrique du Sud a entrepris une décentralisation très significative à la fin de l'apartheid, transférant des compétences aux provinces et aux municipalités. Cela visait principalement à réparer les inégalités du passé et à rapprocher le pouvoir des citoyens. Cependant, des défis persistent encore, notamment en matière de capacité administrative et de gestion des ressources. Alors, dans ce cas-là, je vais aborder le dernier point qui est l'alternance. Donc, parce que là, on a parlé d'évolution. L'alternance, je commencerai par les États-Unis, tout simplement. C'est un exemple de stabilité. Aujourd'hui, les États-Unis représentent un modèle de stabilité démocratique grâce à une alternance régulière et pacifique du pouvoir entre les différents partis politiques. Je dirais depuis la fin du XVIIIe siècle, d'ailleurs, ce pays a maintenu un système de transition pacifique, consolidé par des élections libres, une presse indépendante et des institutions solides. Les élections présidentielles, tous les 4 ans, garantissent cette alternance qui est essentielle à la santé démocratique de ce pays. Je citerai également le Ghana, quand même,
qui est aussi une alternance pacifique en Afrique. Le Ghana est assez souvent cité, surtout ces dernières années, comme un exemple positif d'alternance pacifique au pouvoir en Afrique. Et depuis l'introduction du multipartisme, donc dans les années 90, le pays a connu plusieurs transitions pacifiques entre différents partis politiques. Et cette stabilité a été rendue possible par une commission électorale nationale, ce qu'on appelle les CENI, Commission nationale électorale indépendante, vraiment indépendante, et une société civile active, vraiment active. Et je ne peux terminer cela sans parler du cas malien, avec les défis donc, qui s'annoncent à l'alternance de pouvoir en Afrique. Le Mali, c'est un peu le résumé des difficultés de l'alternance démocratique, parce elle a été assez fragile et assez courte. Le pays a été marqué par des coups d'État et des périodes d'instabilité politique. Malgré l'introduction du multipartisme depuis les années 90-91, le Mali continue de lutter pour assurer des transitions pacifiques et stables. Cependant, les institutions restent vulnérables et le processus électoral est très souvent contesté. Alors, dernier point, proposition de solution donc pour la dévolution et l'alternance en démocratie, et je terminerai là-dessus. Première proposition, renforcement de la dévolution du pouvoir. Je dirais la première des choses à faire, c'est la promotion de la gouvernance locale. Pour que la dévolution soit effective, il est crucial de renforcer les gouvernements locaux, que ce soit des gouvernements, que ce soit des mairies, en tout cas les institutions locales. Cela inclut la formation des fonctionnaires locaux, l'amélioration des infrastructures et la mise en place d'un système de gestion financière solide. Le modèle de gouvernement local en Norvège, où les municipalités disposent de compétences larges et de ressources adéquates, pourrait servir d'inspiration. Je parlerai ensuite de la transparence et de la responsabilité. C'est très important. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour une décentralisation réussie. Les mécanismes de contrôle, tels que la Cour des comptes, déjà qu'on a du mal à mettre en place dans certains pays en Afrique, et des cours de comptes locales, et les audits indépendants doivent être mis en place pour surveiller l'utilisation des fonds publics. Et il en existe des exemples au Kenya où les audits citoyens montrent comment la participation citoyenne peut améliorer la responsabilité. Et d'ailleurs, je parlerai de cette participation citoyenne. Les citoyens doivent être actifs et impliqués dans les prises de décision locales. Il ne sert à rien de crier les noms des gens sur Internet, c'est des libérateurs, c'est des rois des génies. La Suisse en est un exemple. Avec ses fréquents référendums et initiatives populaires, la Suisse démontre comment une participation directe peut renforcer la légitimité des décisions politiques. Aujourd'hui, des plateformes de participation en ligne peuvent être utilisées pour consulter les citoyens sur des questions aussi importantes comme la sortie de la CEDEAO ou la création de l'AES. Pour assurer une alternance pacifique et régulière, il faut des institutions électorales indépendantes. Comme j'ai donné le cas du Ghana, donc nos CENI ou CNE doivent être réellement indépendantes. Il faut des réformes législatives pour limiter les mandats, c'est très important. La limitation des mandats est cruciale pour éviter la monopolisation du pouvoir. Et il faut aussi encourager le multipartisme. Donc le multipartisme doit être très encouragé pour assurer une alternance effective. Et cela passe par l'éducation, donc des programmes d'éducation, la sensibilisation, la promotion de la culture démocratique. Donc les perspectives pour l'Afrique sont assez prometteuses si les efforts pour renforcer les institutions démocratiques, adopter les technologies numériques, améliorer l'éducation civique et promouvoir la représentativité équitable est encouragé avec la décentralisation. Alors, je vais conclure. Ben, je dirais que la démocratie est tout simplement un chemin long et semé d'embûches, mais avec des efforts soutenus et des réformes adaptées, il est possible de construire des systèmes de gouvernance qui bénéficient à l'ensemble de la population. L'engagement collectif et l'adaptation des meilleures pratiques mondiales aux réalités locales sont les clés pour assurer un avenir prospère et pacifique pour le Mali et l'Afrique. Je vous remercie.